L'appel a sonné. Les femmes se rassemblent pour servir la cause de leur pays. L'uniforme kaki remplace la diversité du costume. Dans les services territoriaux auxiliaires, les femmes subissent l'instruction militaire et entreprennent des tâches qui permettront de libérer des hommes pour les unités combattantes. De la marine dépendent les services navals féminins, tandis que l'armée de l'air auxiliaire féminine défile en uniforme bleu horizon derrière sa musique. Et puis viennent les femmes pilotes qui, en temps de guerre, conduisent les avions des usines aux aérodromes. N'est-ce pas là une des plus grandes vies d'aventure qui ait jamais échu aux femmes? Mais l'aide apportée aux unités combattantes de la couronne n'est qu'une partie de la contribution féminine à l'effort de guerre. Pensez à tous les besoins de la défense civile. L'organisation de la défense passive nécessite des cheftaines d'îlots. Les femmes sont incorporées dans les services auxiliaires d'incendie et des milliers d'entre elles font partie de la pittoresque armée de la terre sur laquelle compte le pays pour aider à la conversion des packages en terre arable et faire produire à notre sol les denrées alimentaires dont la culture nous est imposée par les nécessités de la guerre. Les munitions. Par quoi commencer la description des 1001 travaux exécutés par les femmes dans l'industrie? Travaux dangereux dans bien des cas. Lorsqu'il a visité les comtés sud-ouest de l'Angleterre, le roi s'est rendu compte par lui-même de la part qu'elles prennent aux fabrications aéronautiques. En fait, peu nombreuses sont aujourd'hui les industries dans lesquelles les femmes ne peuvent jouer leur rôle. Et de même qu'en temps de guerre, chaque industrie acquiert une importance nationale, le négoce, le commerce et la finance sont des éléments de la lutte. À ces travaux salariés, il nous faut ajouter les œuvres volontaires centralisées par les services volontaires féminins, dont la présidente est Lady Reading. Ce groupement, aidé d'organisatrices dévouées d'un bout à l'autre du pays, a accompli un exploit prodigieux. Il a rassemblé en un mouvement unique les travaux volontaires féminins de tout le royaume. Par exemple, la confection des fournitures pour les hôpitaux. Ici, dans une demeure célèbre qui fut témoin de bien des bals et des réceptions magnifiques, les femmes de la société cousent et empactent, abandonnant la mode pour la blouse blanche. Une machine moderne, conduite par des mains expérimentées, taille 60 vêtements à la fois. Ou encore, à l'hôpital royal de Chelsea, la femme du gouverneur a ouvert un ouvroir. Un vieil invalide fait les courses pour les ouvrières laborieuses, installées dans la galerie construite par Charles II au XVIIe siècle. Les résidences de campagne servent au même usage. Les blouses et les coiffes blanches conférant la distinction de l'uniforme tout en abolissant toutes autres distinctions. Mais c'est aussi dans les maisons plus petites de l'East End de Londres et des quartiers populeux des grandes villes provinciales qu'est patiemment confectionnée la grande masse des vêtements chauds des soldats et des fournitures d'hôpitaux. Et n'oublions pas non plus les jeunes, joyeux enfants tricotant avec bonheur, sans trop savoir de quoi il s'agit, si ce n'est que leurs pères et leurs oncles sont partis quelque part combattre quelqu'un appelé Hitler. Secourisme. Depuis le poste de secours du village jusqu'aux soins les plus experts, les femmes donnent volontairement une aide sans limite. Ici, l'alarme vient d'être donnée. La salle du village est rapidement transformée en poste de secours. En 7 minutes, les volontaires qui ont été instruits sur place sont prêts à soigner les blessés. Il arrive parfois qu'une victime neutre de la guerre nazie fasse naufrage sur la côte. Les secours attendent les survivants au débarquement des canaux de sauvetage. Les secours médicaux et aussi le réconfort de vêtements douillets et de boissons chaudes. Tels sont les services de secours organisés partout dans le royaume sur une base nationale. Et afin que soit atteint le degré de compétence nécessaire, des cours de secourisme sont faits sans interruption jusque dans les plus petits villages. Les services volontaires féminins recrutent également pour les institutions régulières d'infirmières. Cette jeune fille va devenir infirmière auxiliaire.
Elle suit des conférences. Elle apprend à faire le lit avec l'habileté du professionnel, à appliquer des attelles et à faire des bandages. En compagnie d'autres étudiantes, elle fait un stage d'hôpital. Elle apprend à laver un malade au lit. Enfin vient le grand jour, une opération. Notre jeune auxiliaire n'est pas autorisée à assister, mais elle prépare les instruments et les stérilise. En temps de guerre, les services de Croix-Rouge prennent rang immédiatement après les unités combattantes. L'œuvre de guérison se poursuit tout à la fois dans des cadres anciens et des cadres nouveaux. Des infirmières attendent dans des vapeurs fluviaux destinés à emporter les blessés hors des cités bombardées. Des trains aussi sont convertis en salles d'hôpital. Et cette guerre a créé une nouvelle nécessité. Des hôpitaux, loin, au cœur même de la Grande-Bretagne, à l'abri des raids aériens. Des châteaux comme celui-ci ont été repris et pourvus d'infirmières expérimentées prêtes à recevoir les victimes épouvantées des bombardements aériens. Le plus grand tour de force accompli jusqu'à ce jour par le travail volontaire des femmes est l'évacuation. Grâce à cette entreprise prodigieuse des jours graves de septembre, les enfants goûtent maintenant aux aventures de la vie dans de nouveaux foyers que leur ouvrit l'hospitalité des habitants des campagnes. Certains furent accueillis dans d'immenses demeures à allure de palais, où les vieux domestiques de la famille, aussi bien que les grandes dames, jouent avec eux, leur lisent des histoires et s'occupent des bébés. D'autres furent reçus dans des demeures plus humbles mais plus intimes, souvent le foyer d'un soldat ou d'un marin de la Grande Guerre. L'évacuation se présente encore sous d'autres aspects. L'hiver est plus rigoureux à la campagne, et nous nous souvenons tous de ce que fut celui de 1939-40. Des centres de distribution de vêtements chauds ont été établis dans tous les districts, centres qui veillent également à ce que chaque enfant ait un masque à gaz. Les petites maladies d'enfants sont soignées dans des infirmeries, établies généralement dans une école locale, dont les murs blancs ont été décorés par le professeur de dessin. Une idée nouvelle a été mise sur pied pour la visite des parents aux bambins évacués. Un cercle dominical comprenant une cantine regroupe l'heureuse petite famille réunie pour la journée. Basé sur le même principe, voici le réfectoire communal, où les enfants, logés chez des personnes travaillant hors de chez elles, prennent le repas de midi. Et vous remarquerez que la serviabilité et la prévenance ne sont pas l'apanage des seules personnes qui servent les enfants. Les cantines, bien entendu, tiennent une large part dans le travail volontaire des femmes. Voici une cantine mobile en service auprès des troupes d'Écosse qu'elle fournit en nourriture et en lecture. Elle est du même type que celle qui fut inspectée par la reine dans la cour du palais de Buckingham. Source d'inspiration pour toutes les femmes britanniques, Sa Majesté la Reine. Avec une véritable compréhension et en parfaite union avec l'élément féminin de la nation, la Reine reste en contact étroit avec tout effort courageux, petit ou grand. Voici son hommage à ses sujets. The tasks that you have undertaken, whether at home or in distant lands, cover every field of national service. And I would like to pay my tribute to all of you who are giving such splendid and unselfish help in this time of trouble. Sa Majesté, comme présidente d'honneur, est chef de ce grand mouvement volontaire que nous venons de vous décrire. Organisme démocratique, sans grade, sans rétribution, dans lequel chaque membre porte le même insigne que sa reine. Service volontaire féminin de la défense civile.